Olivier Bernard, salut! Allô? Tu lances un nouveau projet balado qui s'appelle Dérive. Peux-tu expliquer d'abord c'est quoi Dérive, puis ensuite c'est quoi le thème de cette saison? Dérive, c'est un balado documentaire de 8 épisodes qui porte sur un cas qui m'a marqué, moi, dans ma vie. C'est l'histoire de Chantal Lavigne. C'est une femme qui est décédée dans un rituel de sudation en 2011. Et moi, ça fait des années que cette histoire-là me trotte dans la tête. Je pense même que cette histoire-là m'a influencé dans mes choix de carrière. Là. J'ai commencé à faire de la vulgarisation à cause de ça. Donc, des années plus tard, presque 10 ans plus tard, j'ai voulu essayer d'aller chercher des réponses pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que des choses qui t'ont surprise, justement, en faisant cette démarche-là? Ben là, je ne veux pas vendre des punchs de mon balado, mais Ouais. il y a presque des revirements à tous les épisodes. J'ai tellement appris de choses. Presque tout ce que j'avais l'impression de savoir sur ce sujet-là était vraiment pas du tout vrai. Je pense que notre souvenir collectif, il est majoritairement, en fait, il est au mieux incomplet et au pire complètement faux. Tous les préjugés qu'on avait sont pas vraiment fondés. Non seulement par rapport à Chantal, c'était qui cette personne-là? C'est qui les gens qui entreprennent ces démarches-là? C'est quoi les rituels de sudation? On parle aussi, il y a une composante très nouvel âge dans tout ça. Puis, à un moment donné, on se rend compte que ça va beaucoup plus loin que l'événement est décédé, mais ensuite, là, il y a une histoire qui continue pendant des années. J'ai eu la chance d'écouter la série. Pour vrai, je trouve ça ultra captivant. J'ai trouvé que c'était un balado qui n'est pas seulement un balado d'entrevue, c'était très, très actif dans ta quête, même que tu es allé jusqu'à tester le rituel de sudation. Qu'est-ce qu'on croyait qui n'est pas ça? La quête que j'ai, là, c'est une quête d'empathie dans un sens. Puis ça prend un peu de ressenti aussi. Fait qu'il y a une recherche aussi, je pense, dans le balado où j'essaie moi-même de me mettre dans l'esprit de ces personnes-là, que c'est pour ça que je teste des choses aussi. C'est que je veux essayer de comprendre, de le ressentir. Puis on le sent à un moment donné dans un épisode, là, je deviens vraiment émotif, tu sais, parce que ça a tellement bouleversé de convictions vraiment fondamentales que j'ai. C'est clair que ça va avoir un impact profond sur comment je vais approcher un peu les personnes qui ont ces convictions-là à l'avenir. Quel effet ça peut avoir, Olivier, sur les gens qui vont écouter ton balado, tu penses? J'espère que ça va avoir le même effet que ça a eu sur moi, c'est-à-dire que ça bouleverse énormément de préjugés qu'on a, la vision qu'on peut avoir sur les personnes qui ont des croyances vraiment hors de la norme. J'ai essayé de briser finalement ces préjugés-là que moi-même j'avais en partie. Mais je veux dire en tout cas que tu le fais vraiment très bien. Puis ça doit être des épisodes de 45 minutes puis qu'il y en ait plusieurs. Quand on n'a pas envie que ça se termine, on est en train d'écouter, c'est bon signe. Félicitations, Olivier. Merci beaucoup, c'est gentil. Patrick Sénécal, c'est toi qui es l'auteur d'une nouvelle fiction, balado. Ça s'appelle Écho. Peux-tu expliquer c'est quoi cette histoire-là? C'est Raphaël, le producteur, qui a eu l'idée de départ de tout ça. Lui, son idée de départ, c'était imagine une machine que les psychiatres ont qui leur permettent d'entendre les voix des schizophrènes. OK. C'était ça le point de départ. Et là, je ne veux pas trop en dire, mais on a une schizophrène qui est accusée d'avoir fait un meurtre, d'avoir tué ses parents. Le but, c'est pas de savoir si elle les a tués ou pas. Les policiers, on sait que c'est elle qui les a tués. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi. Et là, c'est cette machine-là. Si on va voir les voix dans sa tête, on va peut-être comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à tuer ses parents. C'est une histoire qui est écrite uniquement pour que tout soit clair à travers les dialogues seulement. Fait que ça, c'est un beau défi d'écriture. C'est bien le fun. Cette aventure-là, pour l'auditeur, dure combien de temps à peu près? C'est 7 épisodes d'à peu près entre 20 et 24 minutes. Dans le monde idéal, les gens devraient aller chez eux, se mettre une paire d'écouteurs et partir à la machine. Le but, chaque fois qu'on écrit un trailer comme ça, c'est que le monde soit plus capable d'arrêter après le premier. Oui. On écoute le plus possible. Bon, les 7 en ligne, c'est peut-être beaucoup, mais pourquoi pas? Ouais, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ton premier balado, mais que ce ne sera pas ton dernier. Tu as vraiment l'air à avoir aimé l'expérience, je le sens. J'ai bien aimé ça. Tu sais, j'ai 52 ans, ça fait 25 ans que j'écris des romans, j'ai écrit quelques films. J'adore encore ça, faire ça, mais c'est le fun aussi d'avoir des nouveaux défis d'écriture parce qu'à un moment donné, tu as le goût de sortir de tes pantoufles. C'est bien intéressant de retrouver une excitation de débutant alors que tu es rendu à 50 ans. Tu sais. Fait que ça garde jeune, j'imagine. C'est comment les filles d'être actrices pour une production qui n'est que basée sur l'audio? C'est une autre façon de travailler, c'est une autre façon de le penser. C'est une drôle de forme, mais somme toute vraiment très intéressante à explorer. Toi, Naïma, de ton côté, c'est la première fois aussi. Comment ça se passe? Comment tu trouves ça? Ça allait extrêmement vite.
dans le sens où on n'avait pas besoin d'attendre après les lumières. Fait qu'on, pour moi, de faire comme, je sais pas, 50 pages de texte par jour, là, j'ai trouvé que c'était vraiment sportif, mais en même temps, il y avait quelque chose de super intéressant d'être dans cette énergie-là. Puis on le faisait aussi chronologiquement, ce qui est rare. En fait, c'est ça. C'est une nouvelle aventure, un nouveau défi là, d'actrice, pour moi. Est-ce qu'il y a un élément différent de ce que vous avez l'habitude de faire, que ce soit justement à l'écran, au cinéma, au théâtre, que vous avez particulièrement aimé dans le balado? Ben, moi, je m'intéresse beaucoup au son depuis longtemps, puis je trouve ça fascinant. Tout ce qu'on peut créer seulement avec le son, ça, moi, me fascinait. De ton côté, Naïma, de jouer une jeune schizophrène qui a commis un grave meurtre comme ça, est-ce que c'est une première fois pour toi? C'est comment? C'est complètement une première fois. Le fait de jouer quelqu'un qui est un peu monstrueux, en fait, il y avait quelque chose de très, très intéressant dans cette recherche. J'ai décidé, j'ai pas voulu être comme dans un hyper-réalisme puis dans une compréhension comme clinique de la schizophrénie. Je veux dire, c'est pas parce que t'es schizophrène que t'es un meurtrier, là, loin de là. Donc, j'étais plutôt comme un vilain. Vous joignez vos forces pour un nouveau balado. Ça s'appelle « Pour l'avoir vécu ». C'est quoi, en général, « Pour l'avoir vécu » ? C'est une longue série de plusieurs épisodes. Il y aura à l'intérieur entrevue exclusive, il y aura ce récit des événements et l'analyse en même temps. Toute cette connaissance qu'on a des événements, tous les deux ensemble, on est presque centenaire d'actualité. Alors, je pense que c'est ça l'intérêt d'écrire des événements à travers ce prisme-là pour l'avoir vécu. Et pour lancer ce concept-là, vous avez décidé d'aborder la crise d'octobre. C'est bien le cas? C'est qu'Anne-Marie et moi, on s'est connus beaucoup grâce à la crise d'octobre. C'est-à-dire qu'à l'époque, elle était avocate au palais de justice et moi, j'avais écrit un livre sur la crise d'octobre. Alors donc, on partait de points de vue différents, Anne-Marie et moi, et c'est une chance qu'on se soit rencontrés à multiples égards, mais aussi à l'égard de la crise, parce que le fait qu'on ait des points de vue différents nous amène, je crois, à mieux la comprendre puis à transmettre à ceux qui vont écouter le balado une vision complète, je pense. De ton côté, Anne-Marie? J'avais un lien personnel avec la famille Laporte. Alors, mon vécu de la crise d'octobre commence vraiment pendant la crise. Et Marc, donc, je le rencontre à la fin des années, en 78, et nous sommes ensemble depuis 41 ans. Et on s'est accompagnés à travers nos intérêts sur cet événement-là. Et on essaie d'aborder ça dans les 7 épisodes de balado. On aimerait que les gens qui écoutent le balado vivre la crise d'octobre comme elle a été vécue. Ce que je trouve intéressant, c'est que le titre de votre série, en général, s'appelle « Pour l'avoir vécu ». Moi, quand j'ai connu ou pris connaissance en fait, du thème que vous abordez, la crise d'octobre, je me suis dit, je suis impatiente de l'écouter parce que je ne l'ai pas vécu, moi. Quel peut être l'objectif dans l'idée de raconter comme ça, d'une manière aussi précise, profonde, avec vos regards, ce genre d'événement-là? Bien, c'est qu'on s'adresse, comme tu le dis, à une grande partie du public qui ne l'a pas vécu. Hein. On est quand même 50 ans après. Ces expériences-là, on les revit avec le recul, mais en même temps, on a eu le temps de mûrir notre point de vue et on le confronte, pas dans l'agressivité, mais on le confronte au cours de ces balados. Mais c'est comment aujourd'hui de travailler ensemble comme ça, en couple? C'est formidable. On avait travaillé ensemble à plusieurs occasions. C'est tellement stimulant, inspirant. C'est une chance, hein, c'est un privilège. Cette proposition-là nous a obligés, effectivement, à confier au public une partie un peu plus personnelle de ce que nous sommes. Mais on n'aurait pas fait ça ailleurs. Je ne me vois pas me déverser en considération personnelle dans d'autres médiums que le balado. Je pense qu'il faut que les gens retiennent qu'ils vont découvrir des choses, vivre des choses, être émus par certaines choses, parce que le balado offre une dimension, c'est presque une confidence au fond. Et puis, on a retrouvé notre curiosité. On ne l'avait pas perdu. Tu as un nouveau balado qui s'appelle Caucus. C'est quoi Caucus? Bien, le caucus, c'est une institution dans les parlements qui est... Non, mais sans blague, c'est pour ça que ça vaut la peine que je le raconte. C'est la réunion de tous les députés du même parti. C'est peut-être l'institution la plus puissante, celle dont on parle le moins.
Alors, nous, on a décidé que les journalistes politiques qui allaient faire ça, cette balado-là, allaient faire un caucus toutes les semaines. C'est-à-dire qu'on amène nos 2 chefs de bureau, Madeleine Blais-Morin, Sébastien Bovet, il y a moi, il y a Manon Glubensky, et des fois, il y aura Raphaël Bouvier-Auclair de Washington parce qu'il y a des élections américaines cet automne, et on va faire un caucus. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce balado-là qu'on ne retrouve pas nécessairement à la radio dans un contexte traditionnel? Bien, c'est l'explication, c'est du pourquoi. Pourquoi telle chose se fait. Et aussi le lien entre Québec et Ottawa, parce que souvent, il y a quelque chose qui se fait à un endroit qui a une répercussion à l'autre. Alors, donc, ça aussi, on va le faire. Ah, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent de mélanger le provincial et le fédéral autour d'une même table. Nous autres aussi. Puis pour quelqu'un qui n'est pas calé en politique, là, mais qui a un intérêt, est-ce que c'est un balado qui va être accessible aussi à ces personnes-là qui ne connaissent peut-être pas tous les rudiments? Tu sais, tu peux aimer la politique, pas avoir le temps de la suivre à plein temps. Alors, nous, on tient compte de ça. On est un peu moins formel qu'un bulletin de nouvelles, c'est bien sûr. Là. On apprend à se tutoyer parce qu'en ondes, on n'est pas habitué à faire ça. Alors, dans les balados, on se tutoie. Mais ça donne un ton aussi de « Hey, on est ensemble, on est des collègues, on se connaît bien. » On a du plaisir à le faire, ça paraît. Alors, en tout cas, dans ceux qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça paraissait. C'est comment de se tutoyer pour toi, de faire ça après tant d'années à vous voyer? Vous savez, des fois, je m'oublie. Raphaël Massy, c'est quoi le guide de survie des débrouillards? C'est un balado qui nous aide à survivre à tous les périls de notre quotidien, les petits et grands dangers auxquels on fait face. On ajoute ça à l'univers très riche de Massy et toutes ses voix et tous ses personnages pour finalement explorer plein de situations avec la science puis avec l'humour également. En fait, le jeune, on ne lui apprend pas seulement à comprendre son environnement, mais on l'aide aussi à se comprendre lui-même. Tu sais, moi, quand j'étais petit, s'il y a bien une chose que je regrette de ne pas avoir eue, c'est plus de développement personnel. Comment gérer son stress, comment survivre à un examen. Si seulement j'avais eu un balado comme celui du guide de survie pour vraiment comprendre absolument tous les aspects de ma personne dans une perspective qui est psychologique tout en restant scientifique. Donc, vraiment, s'il y a bien une fierté que j'ai avec le guide de survie, c'est d'aider les jeunes à progresser, non pas seulement en termes de leur culture générale, mais à leur développement personnel. À votre avis, c'est quoi le meilleur contexte pour écouter le guide de survie des débrouillards? C'est la joie du balado, en fait. Tu peux l'écouter quand tu veux, tu peux revenir si tu as manqué un bout. Ça peut s'écouter en classe, ça peut s'écouter en famille. Il y a tellement de choses à connaître. Et la science ne fait peut-être pas partie des plus grands intérêts de tout le monde. Tu sais, les gens vont lire un roman même s'ils ne sont pas écrivains, ils vont aimer aller au cinéma même s'ils ne sont pas des cinéastes, mais ils ne vont pas nécessairement avoir le réflexe de lire sur la science s'ils ne sont pas eux-mêmes des scientifiques, alors que les informations peuvent servir et aider tout le monde à survivre, pas juste les jeunes. De ton côté, Massy, toi, t'écouterais ça quand? Sur le chemin vers l'école. Que ce soit dans le bus ou en train de marcher dans la rue, je pense que c'est un bon échauffement pour commencer une journée à l'école. Tu arrives plus près que les autres, tu vois. Comme les gens, ils savent pas encore, mais il est 9 h du matin, puis tu as déjà lu sur les yogourts périmés. Donc, tu sais, le prof pose une question en classe, c'est le premier qui est comme ça. Stéphanie Lapointe, d'abord, présente-nous avec qui t'es. La petite chose ici, elle s'appelle Sam. C'est mon petit bébé de 4 mois. Celle pour qui j'écris le projet dont on va se parler aujourd'hui, entre autres. Bien, c'est ça. Raconte, c'est quoi Beau Dodo, le nouveau balado que vous lancez? Bien, en fait, Beau Dodo, j'étais enceinte à l'époque où on a pensé à ça, puis je me suis dit, il me semble que ça ferait du bien d'avoir un balado qui nous permettrait de nous étendre avec notre enfant puis avoir nous aussi un beau moment. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire une espèce de balado qui serait un mélange entre une histoire, puis on a une trame musicale très, très calme là, qui vient endormir l'enfant. Quelle belle idée! C'est qui est derrière ça? Est-ce que c'est toi qui as écrit toutes les histoires? Non, en fait, dans cette première vague de balados qu'on présente, on va avoir 5 histoires. Moi, j'en ai écrit 2. Il y a aussi Fanny Britt qui signe un texte. Il y a Stéphanie Boulay du duo des Sœurs Boulay. Et puis, Claudia Larochelle aussi qui nous a fait un super beau texte. Puis c'est vraiment fascinant parce que c'est vraiment des univers qui sont cohérents puis à la fois super différents parce qu'on a toutes des sensibilités différentes. Ça s'adresse à quel âge à peu près? Bien, je vais aller la porter puis je vais répondre à ta question après, OK? Bye, Sam! On va faire une petite histoire. OK. Donc, ça s'adresse peut-être principalement aux 3 à 7 ans, mais ça peut aller beaucoup plus large jusqu'aux parents, à ce que je comprends.
Mais j'espère que c'est un moment de relaxation aussi pour les parents. Tu sais. C'est un outil, je pense, aussi pour les parents. C'est comme ça qu'on l'a bâti. Tu sais. Un outil pour le dodo. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé entendre, toi, quand tu étais enfant? Ah, c'est une belle question, ça. Ben oui, c'est sûr. Vous allez entendre les histoires. Il y a beaucoup de personnages qui vont se parler les uns les autres. Puis on sent que je fais partie de la génération passe-partout. Là. Des fois, même ma voix fait penser à Cannelle. Puis il y a de ce que moi j'ai entendu quand j'étais petite. Par contre, ce que je pense que ce projet-là, avec Beau Dodo, ce qu'on amène peut-être de plus, c'est l'aspect musical. T'sais, on a vraiment eu, avec Joseph Marchand, quelqu'un qui est venu broder une musique sur mesure pour chaque histoire, pour venir ajouter un aspect relaxation, en fait. Est-ce que vous l'avez testé avec des enfants? On l'a testé avec nos enfants, en fait, les gens qui travaillent sur le projet. Puis, ben non, mais ça marche super bien. C'est sûr que ma petite tristesse, c'est que je l'ai fait écouter à ma fille, puis à chaque fois, elle s'endort avant la fin. Mais tu sais, c'est un peu ça le principe, parce que puis je dis, mais non, endors-toi pas, là. Puis je fais, ben oui, endors-toi, c'est correct. Maxime, tu vas être à la barre de l'animation d'un nouveau balado qui est tiré d'une émission de radio que tu fais très tôt le matin. Ça s'appelle À la une. Peux-tu expliquer c'est quoi précisément? C'est à la base d'une émission matinale et de ça, on extrait des éléments qu'on repackage par la suite, qu'on préenregistre, qu'on habille, qu'on assemble et ça donne un balado d'à peu près 15 minutes. Et là encore, la promesse, c'est qu'on vous dit qu'en 15 minutes, on a un tour d'horizon à peu près complet de l'actualité du jour. Donc, l'idée, c'est que tu te lèves le matin, c'est envoyé sur ton téléphone avant 6 heures pour les mordus de l'info et l'actualité. Est-ce qu'il y a des segments originaux qui sont greffés à ce qui est sorti de ton émission le matin? Je pense qu'il y a un retour sur des archives ou... Oui. Ben, il y a des petits clins d'œil qu'on fait qui rendent l'écoute agréable. C'est-à-dire, oui, de l'actu, mais pour nous permettre de respirer un petit peu, il y a un segment archive où tous les jours, on revient sur quelque chose qui se passait à une époque dans l'actualité avec des archives. Il y a aussi chaque jour un élément international. Pour nous, c'est vraiment important, oui, présenter l'actualité du jour, mais aller un petit peu ailleurs aussi. On a la liberté de le faire. C'est ce qui est beau du balado aussi. On a le temps, on peut tirer, on peut faire des sujets un petit peu champ gauche, puis on espère le faire, justement, pas trop conservateur dans l'approche, puis de dire oui, c'est de l'info, mais il y a moyen de faire de l'info en étant un petit peu différent. Est-ce que tu trouves qu'un balado comme ça manquait dans notre marché franco, du moins au Québec, parce que c'est le genre de balado qu'on peut retrouver aux États-Unis qui devient vraiment un rendez-vous quotidien, un incontournable. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves qui manquait ici? Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est le pari qu'on fait, c'est d'occuper cette place-là dans le marché francophone. Puis je pense que ce qu'on offre, ça ne se fait pas ailleurs. Ce ne sera pas la forme d'un bulletin nouvelle. C'est pas un radiojournal, c'est pas un bulletin nouvelle. C'est vraiment un balado dans le ton, dans la forme, dans l'écriture et dans l'habillage. Mais sincèrement, Maxime, et au nom de tous les auditeurs, je te remercie de te lever si tôt, tous les jours, pour t'offrir une super émission de radio, mais surtout le nouveau balado. Un petit peu trop tôt, oui. Isabelle Richer, nouvelle saison de Ma version des faits. Tu t'intéresses au procès des motards. Pourquoi c'est important, à ton avis, d'en parler et d'en faire le récit? Parce que les procès de motards, les méga procès des Hells, c'est d'abord une importante, le mot, c'est vraiment un euphémisme, une giga opération policière après une guerre dans les rues des villes. C'est quand même incroyable d'y penser aujourd'hui. Et ça a été un test aussi pour l'appareil judiciaire qui n'avait jamais vu un tel flot d'accusés d'un coup sec arriver comme ça dans les salles d'audience. Et il y a eu beaucoup de rebondissements et c'est ça que je raconte dans la nouvelle saison. Oui, parce que c'est aussi le moment où il y a eu un espèce de point tournant dans le système de justice. Fait que c'est ce qu'on apprend aussi au-delà de cette histoire, comment le système s'est adapté à ce genre de crime-là, d'une certaine manière. Oui, effectivement. D'abord, comment la société a réagi à ça, comment les gouvernements ont été pressés par l'opinion publique. Et il a fallu que l'appareil judiciaire se prépare et absorbe cette quantité d'accusés. Et évidemment, tout ça a explosé quand le petit Daniel Desrochers a été tué en 1995. Et ça nous a tous beaucoup marqués. Est-ce qu'avec le recul, quand tu crées un balado comme ça, il y a des perspectives pour toi qui changent par rapport aux événements?
Je garde un peu le même regard que j'ai jeté sur les procès que j'ai couverts, mais avec 10, 15 ou 20 ans de recul et de sagesse. Mais assurément, je change tranquillement ma façon de voir les choses. Tout ce que je raconte, tout ce que j'ai vécu au palais, ce sont des choses qui ont marqué la société québécoise. Alors, c'est ça, la richesse de mon regard. Mais c'est intéressant, c'est comme si tu avais toujours ça à côté dans une partie de ta tête, puis là, ben, tu racontes tout, tu racontes ta vision, puis tu peux passer à autre chose. Bien, en plus, si ça sert à éduquer et à apprendre, bien, tant mieux. Et moi, de ce fait, je serai débarrassée de ces vilains qui vivent dans mon cerveau depuis pas mal longtemps. Et c'est quoi le prochain? Est-ce que tu as déjà une idée? J'ai une liste longue comme ça, Marie-Ève. Si ce n'était que de moi, je pense que je ferais juste des balados. Sarah Maud Beauchesne, deuxième saison de Entre filles. Peux-tu juste rappeler qu'est-ce que c'est Entre filles pour ceux qui ne l'ont pas écouté encore? En fait, Entre filles, c'est un balado qui offre à tout le monde, majoritairement aux femmes, mais c'est vraiment un espace sécuritaire pour tout le monde qui s'intéresse à la femme puis à toute sa complexité. Puis c'est vraiment des réflexions qui partent de mon journal intime de jeunesse, puis on discute entre femmes de ces sujets-là ensemble. Puis à quoi va ressembler cette deuxième saison-là? C'est quoi les thèmes que tu abordes? On a 8 nouveaux épisodes, donc 8 nouveaux thèmes. On parle de contraception, on parle de plaisir sexuel féminin, on parle de révolte, on parle de peine d'amour, on parle d'ambition. Il y a vraiment plein de sujets qui viennent me chercher, autant quand j'étais adolescente qu'aujourd'hui à 30 ans. Donc, ça crée vraiment des belles discussions avec des femmes que moi, j'avais envie d'entendre. Donc, c'est vraiment la deuxième étape, un petit peu plus mature d'Entre filles. Qui sont les femmes qui participent à tes épisodes? Je me suis juste dit à qui je veux parler, puis on va tout faire pour qu'elles veulent venir. Donc, on a Julie Artachot, on a Dominique Fils-Aimé, Élise Guilbeault, Magali Lépine-Blondeau, on a Marie Darcigny, qui est une poétesse puis une militante, Pascale Drevillon, qui est une comédienne que j'admire beaucoup, qui est très impliquée pour les droits des trans. Donc, j'ai vraiment plein de femmes. Je parle d'elles et j'ai des frissons sur les bras, là. Je suis tellement contente de les avoir à mon micro. Est-ce qu'il y a des sujets qui ont été plus difficiles que d'autres à aborder dans cette saison-ci? Oui, absolument, parce que je voulais me challenger comme femme aussi. Je me rendais compte que moi-même, des fois, il y avait des sujets que j'étais comme « Oh, jamais parlé de ça, mais go! » tu sais. Quand je pense à des sujets comme le plaisir sexuel féminin ou la contraception, pour moi, c'est important de créer ces espaces-là entre femmes parce qu'on en parle très rarement, où on est gêné d'en parler, où on se retient, où on n'utilise pas les vrais mots, où on se cache derrière de l'humour parfois. Puis là, vraiment, on va au fond des choses, puis pour moi, c'est très important que ces discussions-là existent dans l'espace public, puis j'avais vraiment envie de les créer, puis là, ça, je pense que c'est mission accomplie. J'ai vu que, exemple, ton épisode sur la solitude, c'est avec Magali Lépine-Blondeau et Élise Guilbeault. Comment tu fais pour choisir qui va aller dans quel épisode? Est-ce que c'est à partir de leur expérience à elles? Ou comment tu dis, OK, je veux parler solitude avec ces femmes-là plutôt que d'autres? Élise puis Magali, j'avais envie de leur parler de solitude parce que je trouve que c'est des femmes qui ne sont jamais seules aux yeux du public. Le regard que les gens ont sur elles est constant. Puis je me suis vraiment posé la question, évidemment, que la solitude doit être présente autant, sinon plus, qu'une personne qui vit dans l'ombre. Pour moi, c'était vraiment un sujet que j'avais envie de parler avec ces femmes-là qui n'ont pas l'air des femmes seules, qui sont tout le temps célébrées. Puis là, tout d'un coup, quand le rideau tombe, qu'est-ce qu'on devient? Ça s'appelle Entre filles, mais est-ce que tu as eu vent que des hommes ou des gars l'avaient écouté? Bien, beaucoup, en fait, et ça me rend vraiment heureuse parce que j'ai beaucoup de gars qui m'écrivent pour me dire « Hey, merci d'avoir reparlé de tout ça, j'en avais jamais entendu parler, puis là, maintenant, je suis conscient que ça existe. » Ou il y a beaucoup de filles aussi qui ont écouté le balado avec leur chum, ça a créé des conversations. Donc, c'est vraiment important que pour moi, les hommes, les pères, les frères, les amoureux, ils soient conscients que ces problématiques-là existent, que ces questionnements-là existent chez les femmes autour d'eux. Puis pour moi, Entre filles, c'est tout autant pour les gars. Ça fonctionne. Moi, je vais écouter tout le reste avec mon chum. Oui, bonne idée! Avant de terminer la rencontre, je veux absolument prendre quelques secondes pour vous parler d'un nouveau projet lancé aujourd'hui. Radio-Canada Audio se lance à la recherche de celui ou celle qui joindra les rangs de créateurs ou créatrices de balado. Ça s'appelle « Fais ton balado » et ça s'adresse à des jeunes de 18 à 25 ans sans expérience professionnelle. On les invite à soumettre un projet original et ils courront la chance de pouvoir le produire avec un contrat rémunéré
à Radio-Canada. C'est un jury de professionnels du milieu qui va sélectionner le projet gagnant qu'on devrait connaître au début du mois de décembre. Pour connaître les conditions d'admissibilité, les modalités d'inscription, vous pouvez aller au radiocanada.ca/fais ton balado. Les participants ont jusqu'au 20 novembre pour soumettre leur candidature. On a bien hâte de vous présenter le projet choisi. Alors voilà, si vous voulez plus de détails concernant les productions, je vous invite à consulter le communiqué. Si vous avez des demandes d'entrevue pour les artisans ou pour la direction, vous pouvez contacter Judith Dorville aux communications.